Salam alaikum tout le monde. Dans ce podcast, je pars à la rencontre de musulmans et musulmanes ambitieux qui sont des acteurs positifs de changement afin d'apprendre de leurs expériences et inspirer la prochaine génération de Muslim Makers. Une fois de plus, l'expérience parle, quoi. On a bien vu que les musulmans se sont quand même organisés en réseau, se sont structurés, ont essayé de lutter contre les discriminations, ont essayé de former un lobbying, et ça n'a pas été profitable. Et même ça a été, enfin, je ne dis pas que c'est leur stratégie qui ont préjudicié, mais concrètement, aujourd'hui, c'est de plus en plus compliqué pour les femmes qui portent le foulard. Dans l'épisode du jour, j'ai l'immense plaisir d'accueillir Nadia Lazouni. Juriste de formation, Nadia est aujourd'hui journaliste et fondatrice du média Speak Up Channel. Dans cette interview, Nadia se livre sur ce qu'elle retient de ses expériences auprès des médias français et son opinion sur la problématique de la représentation des musulmans et musulmanes en France. Elle nous partage également ses conseils sur ce qui pourrait faire bouger les lignes. Est-ce que je me réforme parce que cette société a une image très négative de ma communauté et qui est donc hyper préjudiciable pour moi au quotidien. Donc mon moteur, c'est la société française, le regard de l'autre, ou est-ce que mon moteur, c'est ma foi et c'est Dieu et c'est cette volonté, cette détermination d'être fidèle à la tradition prophétique qui nous invite au bon comportement. Si ce n'est pas déjà fait, je t'invite à rejoindre les groupes Instagram et Telegram Muslim Makers. Les liens sont en description. Bonne écoute. Salam alaikum wa rahmatullah, Nadia. Wa alaykoum salam wa rahmatullah wa barakatuh. Je suis très heureux de t'accueillir sur ce podcast. Ça fait un petit moment que j'essaie de te joindre et on arrive enfin à trouver un créneau. Merci pour l'invitation, Abdelrahman. Avec plaisir. Je t'en prie. Nadia, pour commencer, je te propose de te présenter. D'accord. Alors, je suis née en Normandie, au sein d'une fratrie plutôt grande, plutôt généreuse. J'ai 5 sœurs et un frère. Mes parents sont d'origine algérienne. Je pense qu'ils partagent avec la plupart, peut-être de tes auditeurs, enfin, ça dépend de l'âge, mais cette histoire de l'immigration post-coloniale. Voilà. J'étais une enfant plutôt curieuse et déjà en quête de justice et de sens très tôt. Et puis j'ai quitté ma Normandie pour entreprendre des études de droit à Paris. Et après, il y a un célèbre adage qui dit que le droit mène à tout. Donc je crée en 2017 le média Speak Up Channel qui vise à contribuer à une représentation des minorités dans l'espace médiatique. Donc je suis aujourd'hui journaliste et productrice. J'écris des concepts d'émissions que je propose à des boîtes de production en parallèle du talk show que j'anime sur Speak Up Channel. Tu es très active en fait. Bon, évidemment, beaucoup de monde t'ont déjà vu sur les plateaux. Qu'est-ce qui t'a poussé au devant de la scène? Est-ce qu'il y a un événement qui t'a poussé au devant de la scène? Alors, ce qui m'a poussée à accepter les invitations sur les plateaux télé, c'est cette invisibilisation que l'on constate des femmes qui portent le foulard. Donc, on revient souvent dans les débats, on est objet de débat, mais on n'est jamais des sujets, on ne prend jamais part à ces débats. Et c'est un reproche que je formule non seulement contre les médias mainstream, qui ont confisqué la parole de ces femmes musulmanes visibles, mais aussi contre la communauté musulmane engagée que l'on voyait parfois sur des plateaux de télé. C'était des hommes aussi qui défendaient les droits des femmes à porter le foulard. Et donc finalement, c'est ce que je dis souvent, c'est que la femme musulmane visible est à la tête comme dans un étau. En fait, d'un côté, on a ce système qui cherche à nous broyer, à nous exclure complètement de la vie publique, à nous exclure de l'éducation, de l'école, même du sport. Enfin, il y a vraiment tout le temps ces volontés comme ça, presque chaque année, de voter des amendements ou bien des lois pour exclure les femmes qui portent le foulard de la vie de leurs enfants, même, s'agissant de l'accompagnement des enfants dans les sorties scolaires. Et puis de l'autre côté, on a, hélas, la communauté musulmane n'est pas la seule à être marquée par une forme de misogynie. Je pense que c'est le propre de beaucoup d'hommes dans la société française, qui est une société patriarcale, il est bon aussi de le rappeler. Et donc voilà, il fallait sortir finalement de cette pression que l'on pouvait ressentir de part et d'autre. Voilà pourquoi je me suis décidée à prendre la parole sur les plateaux. Qui est-ce qui t'a donné la parole pour la première fois? Alors pour la première fois, c'est Morandini, curieusement, c'est la chaîne CNews. Alors, c'était en 2019, en fin février, début mars 2019. C'est Majid Messaouden, qui est un élu de la Seine-Saint-Denis,
qui est quand même régulièrement invité sur les plateaux télé, notamment pour parler de la question des banlieues, de la question de la compatibilité de l'islam et de la République. Enfin bon, bref, ces questions qui sont complètement qui cherchent juste à vendre et à capter une audience. Et il a suggéré à Morandini, ils lui ont dit, mais c'est quand même dingue, ça fait je sais pas combien d'années qu'on parle des femmes qui portent le foulard, ça serait bien que vous les invitiez. Et Morandini fait l'aveu, mais ok, très bien, mais j'en connais pas en fait. C'est ça qui est terrible, c'est que vraiment les boîtes de production, donc toutes celles qui nous contactent pour qu'on puisse, qui organisent finalement nos interventions sur les plateaux télé, ne connaissent pas de femmes musulmanes qui portent le foulard. Donc il semblerait qu'on soit un problème. On parle beaucoup du grand remplacement, mais on ne nous a jamais identifiés. C'est le grand paradoxe de cette société. Et donc, Majid Messaouden écrit sur, il y a pas mal de groupes sur Facebook, il dit, écoutez, là, il faut vraiment qu'une femme prenne la parole, c'est juste plus possible que l'on, même nous, en fait, en voulant bien faire, contribuons à cette invisibilisation. Et j'ai dit, ok, très bien, discutons-en. Et c'est comme ça que Majid m'a introduit auprès de la boîte de production de Morandini. Et donc, voilà. À l'époque, tu avais déjà Oui, ton mon média. média, oui, oui. C'est pour ça que je me suis dit que bah, j'étais journaliste finalement en tout cas comme Morandini. J'étais face à un élu du Rassemblement national, mais qui sont presque quelque part des éditorialistes, des chroniqueurs, puisqu'on nous voit aujourd'hui régulièrement sur les plateaux télé. Donc on va dire que le monde des médias n'était pas si inconnu pour moi. Prendre la parole en public, c'est quelque chose qui ne m'effraie pas spécialement, notamment en raison de ma formation. J'ai fait du théâtre, etc. Donc ça aide énormément ça désinhibe. Clairement, le théâtre désinhibe. Mhm. Et voilà, c'est comme ça que je me suis. Alors, je ne m'attendais pas à me retrouver face à un élu du Rassemblement national. Vous savez, ça se prépare. On a très peu de temps pour se préparer pour ce type d'intervention. Généralement, les invités changent au cours de la journée ou la veille de l'intervention. Et l'avantage que j'avais aussi, c'est cette formation de juriste qui me permettait d'avancer finalement des arguments juridiques et de rester dans le registre du rationnel, là où ils vont sur le terrain d'émotionnel. Tu as participé depuis à des tas d'émissions. Bah, du coup, on disait justement, tu l'as dit toi-même, que les principales intéressées, les femmes voilées, ne sont pas prises en compte dans le débat. Est-ce que du coup, le fait que toi, on a même vu d'autres personnes, Sarah El Attar, je crois, et d'autres personnes, est-ce que ça a un impact positif d'avoir ces personnes qui puissent s'exprimer en public? Oui, je pense que c'était indispensable. Alors, juste, je reprends rapidement une expression contre laquelle il faut absolument lutter, les femmes voilées. Plutôt les femmes qui portent le voile, qui portent le foulard ou qui portent le hijab, parce que les femmes voilées, déjà, ça suppose qu'elles sont passives dans cet acte de porter le voile, en fait, de porter le foulard, alors que c'est en général quand même un choix qui est quand même libre et éclairé. Et puis Hmm. voilé, on est vraiment réduit à ce voile alors qu'on est autre chose. Donc, Une connotation négative. ouais, exactement. Donc, en fait, oui, moi, je pense que ça a été une bonne chose parce que notre seule présence sur ces plateaux de télé a suffi à déconstruire tout un tas de représentations autour de la femme qui porte le foulard. On a vu des femmes françaises plutôt éduquées, plutôt instruites, qui sont allées à l'école de la République, avec une personnalité quand même assez marquée, en capacité de participer à un débat a priori, enfin, en principe, qui aurait dû être démocratique, hein, même si on sent bien qu'il y a un déséquilibre sur les plateaux. Hmm. Et je pense que c'était ça a été la grande surprise de voir des femmes qui portent le foulard avec des convictions fortes et qui assument complètement cette identité Mhm. religieuse et qui revendiquent le droit de l'exprimer et le droit qui est inscrit dans la Constitution, dans la loi, dans les conventions internationales, hein, donc qui revendiquent ce droit de pouvoir concilier ces différentes identités. Bien sûr, le foulard est une part de notre identité, mais pas réduit à ce foulard. Donc, moi, j'ai vu quelques retours assez positifs au sein même des communautés non musulmanes et qui disaient, mais
pourquoi cette femme dérange. Elle connaît parfaitement les valeurs de la République, elle s'inscrit complètement dans, dans l'histoire de notre pays. Il n'y a pas, absolument pas de volonté séparatiste, comme on aimerait le faire entendre. Au contraire, il y a cette demande très forte d'inclusion au sein de la société. Donc, je trouve que c'était une bonne chose. Il y a aussi, ça a été aussi un moyen de se réapproprier les récits, donc d'apporter ce témoignage, puisqu'une fois de plus, c'était surtout des hommes blancs d'une cinquantaine d'années qui parlaient de ces pauvres femmes qui portent le foulard opprimé. Et là, on vient avec une autre narrative qu'il était bon d'entendre, d'enfin entendre. Donc, il a fallu attendre pratiquement 2019, peut-être 1 ou 2 ans avant. Il y avait peut-être d'autres témoignages de femmes qui portent le foulard, mais c'était presque nouveau et révolutionnaire de voir après de manière assez régulière, parce que comme tu l'as dit, il y a eu d'autres plateaux, il y a eu Balance ton poste, touche pas à mon poste, Interdit d'interdire, LCI, enfin d'ailleurs, on reparlera de ce plateau d'LCI parce qu'il a été la cause de bien de bouleversements dans ma vie. Je parle de ce débat en tout cas. Donc oui, oui, je pense que c'est une bonne chose. Après, on ne doit pas se contenter d'une participation aussi biaisée à ces débats, puisque les règles sont définies par, en général, les journalistes, des éditorialistes qui orientent le débat. Donc là, aujourd'hui, il est aussi question de définir nos propres règles. Ça, c'est autre chose. Et c'est ce que j'essaie de faire sur mon média, moi. Oui, oui, tu le disais plutôt, souvent dans ces débats-là, en fait, les femmes voilées sont seules. Une seule femme voilée, pardon, excuse-moi, je pourrais Il pas n'y a dire ce pas de terme, souci. femme qui porte le voile, ça va rentrer. Voilà. Femme qui porte le voile, et ça crée un peu un contre tous. Ouais. Bah, ça se termine comme ça. Alors au début, c'est pas la volonté. Si je prends le plateau, il y avait une forme de parité et d'équilibre à l'origine. Si on prend le plateau de Morandini face à l'élu du Front National, j'étais toute seule. Après, lui, c'est un communicant. Enfin, on nous met en face, même si c'est du 1 contre 1, on a quand même en face des pros de la communication. Ouais. On a des gens pour qui la communication est un métier. Ce sont des communicants. Ils font des écoles pour manipuler le langage ou les langages. Donc, de ce point de vue-là, ça serait déséquilibré. L'avantage que j'ai, c'est que par ma formation juridique, on apprend de manière plutôt implicite. On n'a pas de module, mais la rhétorique et l'art oratoire. Donc, c'est comme ça que j'ai pu aussi un peu m'en sortir, mais c'est pas mon métier en fait à l'origine. Sur d'autres plateaux, on a des gens qui sont d'abord qu'on présente comme des alliés, mais qui posent problème en raison de certaines prises de position. Moi, je me souviens que le plateau d'LCI, la productrice me contacte, très très bienveillante, plutôt honnête, et me dit Nadia, il y aura donc 2 journalistes de ton côté, enfin, une ministre et un journaliste, et de l'autre, et en face, des personnes qui sont plutôt contre. Et en fait, au bout du compte, je découvre l'ancienne ministre des Droits des Femmes, Rossignol, qui a quand même osé dire à l'époque où elle était au ministère que les femmes qui portent le foulard sont comme les nègres qui étaient pour l'esclavage. Donc, il y avait une forme d'aliénation dans ce choix qui les empêchait de pouvoir être totalement libres dans cet acte de porter le foulard. Donc, comment peut-on se réjouir finalement d'une voix, de la voix de cette femme qui viendrait dans notre sens à nous de femmes qui portent le foulard. Enfin, c'est juste pas possible. Et de l'autre côté, il y avait un journaliste qui était plutôt conciliant, mais malgré lui, assez paternaliste. Ça aussi, c'est problématique. Je me souviens qu'il ait dit mais c'est super, on a enfin une femme qui porte le foulard, qui est la représentante, qui porte la voix. Tu vois ce truc de enfin on a trouvé notre muse, tu vois, quelque part, et ça m'a profondément gênée. Je le dis, c'est très bien de pouvoir le redire ici. Je n'ai jamais eu la prétention de représenter la voix de qui que ce soit. Enfin, c'est absolument pas mon ambition. Je suis journaliste, j'essaie de faire tourner un média et je suis heureuse que mon discours puisse être aussi celui de milliers de personnes. Très bien. Mais m'ériger en porte-parole d'une cause, je refuse.
et je n'ai eu des cesses de le répéter sur les plateaux télé, on a droit, et ça on nous l'a retiré, ce droit à l'individualité, ce droit à la Mmh. singularité. On est toujours une partie d'un tout, d'un ensemble. Et c'est ça le problème, c'est qu'on essentialise beaucoup les musulmans. On est réduit à une voie et on a bien vu les dangers que cela représente d'être derrière un leader, hein, parce qu'une fois que le leader tombe, eh ben, c'est toute la communauté musulmane qui en pâtit. Et donc, je pense que ça, il faut le refuser avec force. Puis c'est ce que j'ai déjà dit. Il y a des gens qui rêveraient de représenter les musulmans, qui créent des associations pour ça. Le grand bien leur fasse, qu'ils y aillent. C'est absolument pas mon objectif. Et je pense qu'il faut une fois de plus le refuser. Il faut pouvoir revendiquer cette singularité, cette individualité et une voix qui se distingue d'un tout qui nous enferme. Mmh. Alors justement, comment est-ce que tu te prépares? Tu as dit que tu as reçu une formation où vous apprenez, de manière implicite l'éloquence, l'art de l'éloquence. Comment est-ce que, de manière générale, on se prépare? Tu te prépares toi aussi face à Ouais, ces enfin, de événements? manière très implicite, hein, comme je le disais, moi j'ai Mmh. suivi un cursus en droit des affaires et un autre en droit sciences politiques. On n'a pas de module en art oratoire, mais forcément, enfin, on passe 5 années, 6 années, même plus, à lire des décisions de justice. Donc, on s'imprègne hein, de ce qu'on appelle un syllogisme juridique, une façon de raisonner, une façon de construire, de déconstruire. Donc, c'est ce qui fait partie de ma formation. Après, honnêtement, comment je me prépare? Forcément, je regarde les débats, il y a des arguments qui reviennent souvent autour du féminisme, autour du choix de la femme de porter un foulard, de disposer de son corps comme on l'entend. Donc, finalement, c'est toujours les mêmes arguments qu'on nous oppose. Donc, C'est ce que je me demande, en fait, parce que même avec des arguments juridiques, dans ces débats-là, il y a tellement, en fait, de mauvaise foi. Tu sais, oui, c'est un peu, l'art d'avoir c'est vrai, toujours raison, là, de Schopenhauer. c'est vrai. Tu discutes avec eux, il y a pas d'argument, en fait, derrière. Donc est-ce que vraiment, heu, les arguments juridiques ont un effet? Il y a un impact parce qu'on nous dit que, enfin, déjà, on a l'impression qu'une femme qui porte le pouvoir, qui porte le pouvoir, Bientôt, bientôt. voilà, non, mais le lapsus qui pourrait me causer énormément de problèmes. Donc, une femme qui porte le foulard, mais oui, c'est une forme de pouvoir. Enfin, aujourd'hui, porter le foulard dans une société française, c'est une force. C'est vraiment être, avoir c'est l'expression d'une forme de combativité. Parce que clairement, on est en climat hostile, on vit dans un climat hostile, et pouvoir garder le foulard dans ce contexte-là, c'est presque un acte de résistance. Donc, Oui. Mmh. là, on voudrait nous présenter comme des êtres opprimés, faibles ou affaiblis par un patriarcat. On a plutôt vu des femmes assez combatives, déterminées et pas prêtes d'être impressionnées par tout un système qui voudrait les invisibiliser. Bon. Donc oui, là où l'argument juridique est important, c'est que pendant des années, pendant une vingtaine d'années, on a, en raison aussi de notre absence à ces débats, presque présenté le port du foulard comme une transgression. Et c'est pour ça que dans les derniers plateaux, je rappelais que déjà le postulat de départ, porter le foulard est légal. Enfin, vraiment, les gens ont l'impression que ce n'est pas que c'est qu'on piétine la laïcité en portant le foulard, alors que c'est au pouvoir public, aux institutions d'être laïques, et c'est pas aux Françaises et aux Français de l'être. Et donc, de dire, de se présenter avec un discours juridique qui viendrait déconstruire toute cette logorée qui vise à faire du port du foulard un délit, c'est déjà, on va dire, un premier round, en fait. Mmh. Ensuite, il y a oui, effectivement, je parlais du droit, il y a aussi les valeurs. On parle beaucoup des valeurs et on voudrait faire croire que porter le foulard s'opposerait aux valeurs de la République. C'est aussi important. En fait, je pense que le premier travail à faire sur les plateaux télé, c'est un travail de redéfinir les concepts, de revenir sur les définitions, un peu comme on fait une dissertation, tu sais, rappeler un Mmh. petit peu la problématique, définition des mots, du sujet. Et donc, c'est vraiment la première étape, et de dire, OK, et on voit très bien qu'on peut instrumentaliser les valeurs en fonction de l'orientation qu'on veut donner au débat. Porter le foulard, oui, ça s'inscrit complètement et ça épouse complètement la liberté,
liberté fondamentale, la liberté de porter le foulard, hein, qui est constitutive de la liberté religieuse, qui est une liberté fondamentale. L'égalité, parfaitement, le fait de porter le foulard me permet d'être en société, de travailler, de faire du sport, de tenir un média, etc. Donc ça participe à l'égalité entre les droits, entre les femmes et les hommes, et la fraternité. Au contraire, c'est eux qui ne sont pas très fraternels en nous excluant, en tentant de nous exclure complètement de la vie publique. Donc, quand on ne cesse de nous répéter que la France est la République, que la boussole de la République, eh bien, c'est le droit, c'est parfait. En fait, le droit va complètement dans le sens de ces femmes qui portent le foulard. Donc, je pense que c'était un premier discours. Et c'est surtout, moi, je ne vois pas aujourd'hui celui qui serait opérant, puisqu'on a complètement déshumanisé la femme qui porte le foulard. Aller sur le terrain de l'émotionnel et de dire on a le droit de vivre, on a le droit de citer, il y a des femmes qui sont attaquées parce qu'elles portent le foulard, ils s'en fichent complètement, mais vraiment complètement. Il y a des associations des droits de défense des droits des musulmans qui sont allés sur ce terrain-là de l'affect et du storytelling, et je ne vois pas trop en quoi ça a arrangé la situation des femmes qui portent le foulard. Aujourd'hui, elles sont même coupables de ce qui leur arrive. Donc, c'est pour ça que moi, je m'accroche à finalement ce socle commun. Il faut pouvoir parler de choses qui concernent aussi les autres communautés, à mon sens. Après, j'entends aussi les limites de ce discours, puisque les lois peuvent être abrogées, on peut voter de nouvelles lois, et c'est aussi pour ça que j'ai créé ce média. Il s'agit d'agir sur les mentalités, parce que qui vote les lois, voilà, c'est un électorat, ce sont des individus, des individualités, ce sont des opinions qu'il faut pouvoir transformer, qu'il faut pouvoir mobiliser. C'est le travail des médias de mobiliser, de formater l'opinion publique. Et donc, c'est pour ça. Alors, moi, je ne cherche pas à la formater, je cherche plutôt à l'ouvrir à d'autres lectures que celles qui sont martelées par les médias mainstream. Donc, oui, je pense qu'aujourd'hui, la lutte contre le racisme anti-musulman et anti-musulmane passe par la création de médias, de contenus, de Tiens, typiquement, et d'autres. Et je pense que c'est vraiment le plus grand bienfait, je trouve, des réseaux sociaux. Alors, je suis très critique vis-à-vis des réseaux sociaux, mais si on devait parler vraiment d'un point positif, c'était celui de permettre à des inconnus, jusque-là des inconnus, d'exister et d'apporter leur opinion, à apporter de la contradiction dans le débat, de créer aussi des communautés qui vont sensibiliser sur les questions de l'inclusion et de la lutte contre les discriminations. Donc oui, ça passe par le changement des mentalités avant même de vouloir changer les lois. Ok. En tant qu'individualité et en tant que groupe, que communauté musulmane, tu as parlé de création de médias notamment. Qu'est-ce que tu aimerais voir? Qu'est-ce que tu penses qui pourrait être vraiment efficace en tant que communauté, en tant qu'individualité, en plus pour changer la situation, améliorer la situation des musulmans de manière générale? C'est une très bonne question. C'est une question qu'on me pose souvent lorsque je rencontre des jeunes, parce que je mets un point d'honneur à répondre aux invitations d'associations qui viennent encadrer le soutien scolaire ou bien favoriser l'insertion de jeunes qui étaient complètement en rupture avec le travail ou avec l'école. Et on me pose cette question parce que je rencontre beaucoup de jeunes filles qui portent le foulard ou d'autres qui ne le portent pas, mais qui aimeraient le porter et qui me demandent mais comment Nadia on fait? Alors déjà, je voudrais juste préciser un peu plus ma pensée. Quand je parle d'individualité, parce qu'on va dire mais tiens, c'est hyper égoïste et hyper... elle n'est pas, absolument pas dans le collectif, pas du tout. On voit très bien qu'agir même à l'échelle individuelle peut profiter au groupe. Oui, oui. Voilà, donc ça c'est important aussi de le rappeler. On peut même parler de ceux qui ne sont pas forcément visibles ou qui ne créent pas de médias, mais qui, dans leurs relations de travail, sont des éléments hyper fédérateurs. Ils contribuent à changer les mentalités et en fait, il ne faut pas sous-estimer, c'est ce que je veux dire, il ne faut absolument pas sous-estimer notre pouvoir d'action à un titre, à une échelle individuelle. Parce qu'on veut tout de suite s'inscrire dans le collectif. C'est une bonne chose, c'est une bonne chose et ça fait partie de notre tradition. Mais clairement, dans une société comme la nôtre,
là, je parle de la société française qui a vraiment du mal à collaborer, notamment avec la société civile, contrairement à des pays anglo-saxons, où la société civile, les associations sont vraiment invitées à débattre avec des parlementaires, à même relire ou nourrir certains travaux préparatoires à certaines lois. En France, c'est une autre culture, c'est quand même assez différent. Donc c'est là que le collectif a ses limites, puis on suspecte toujours, alors le collectif qui est porté par des musulmans en général, de proposer un contre-projet qui serait un projet politique des frères musulmans. Il y a toujours cette suspicion qui pèse sur les épaules des musulmans lorsqu'ils s'organisent, mais je ne dis pas que ça ne doit pas être fait. Je dis juste qu'il faut pouvoir proposer une vision aussi différente, parce qu'il faut être aussi en capacité d'être critique et de voir ce qui a fonctionné, ce qui n'a pas fonctionné en fait chez nous. Après, peut-être au risque de, je sais pas, de choquer ou pas, ou au contraire de conforter certaines idées. On a bien vu aujourd'hui qu'il n'y a pas moins de racisme anti-musulman depuis que la communauté s'est structurée. Donc peut-être que la solution est ailleurs. Ou peut-être qu'effectivement, il y en a plus, parce qu'on reproche aussi à cette communauté musulmane de s'organiser. On ne veut pas qu'elle s'organise. C'est un autre débat ouvert pour les auditeurs qui voudraient, je ne sais pas, réagir. Mais moi, ce que je pense, et d'ailleurs, tu as beaucoup contribué à cette réflexion, tu vois, finalement, c'est au gré de rencontres qu'on change et qu'on évolue et qu'on revoit un peu certains présupposés. Ce que j'ai dit à ces jeunes filles après la discussion qu'on a eue, Abdelrahman, en préparation à ce podcast, donc c'était des jeunes filles qui étaient encore en 2e année. Je leur ai dit, ce que je préconise aujourd'hui, c'est que partir à l'étranger, en tout cas dans un premier temps, faire ce stage en fait à l'étranger dans le cadre de ce cursus en fait universitaire, faire un master 2 par exemple en alternance dans une société qui aurait son siège dans un pays anglo-saxon, là où ils sont beaucoup plus ouverts, se former, s'outiller, revenir avec, s'enrichir d'une langue, revenir avec une expertise qui va à un moment donné obliger les entreprises françaises à accueillir ces femmes qui portent le foulard parce qu'elles ont une plus-value. Enfin, on sait que l'argent n'a pas d'odeur et que lorsqu'on a une expertise qui est recherchée par une entreprise, elle n'a pas le choix finalement de ne pas discriminer. C'est ça en fait qui est terrible. Donc je pense que cette expérience, de manière très anticipée, c'est-à-dire vraiment une fois qu'on est encore étudiant, c'est un bon moyen de revenir avec un bagage très précieux aux yeux des employeurs français. Voilà, donc là, beaucoup de gens songent à partir maintenant, en fait. On entend beaucoup parler de ce départ des musulmans de France, très diplômés, pour des pays anglo-saxons. Je pense qu'il faut peut-être anticiper ce départ et le faire une fois qu'on a encore un pied en fait au sein de l'école. Et voilà, donc ça c'est une solution. Enfin, on peut aussi partir maintenant, mais je pense que on est beaucoup plus souple et beaucoup plus flexible et beaucoup plus motivé quand on a une vingtaine d'années que lorsqu'on a peut-être 30 et 40 ans. C'est très difficile parce qu'on a construit énormément de choses et donc devoir les quitter là maintenant, que nos parents prennent de l'âge nécessairement quand on arrive à 40 ans, alors qu'on a une vingtaine d'années. Je pense que c'est quand même beaucoup plus facile de concilier expatriation et vie de famille de part et d'autre. Est-ce que tu es mieux placé que moi pour le dire? Moi, par exemple, typiquement aujourd'hui, j'ai 36 ans, partir à l'étranger, c'est une option, mais c'est beaucoup plus compliqué. Les parents sont âgés. Pour moi, je dois être auprès d'eux. En tout cas, je dois pouvoir me déplacer très rapidement et disponible très vite. Donc, c'est un peu plus compliqué. Après, il y a la voie de l'entrepreneuriat, être son propre patron. Alors, beaucoup célèbrent l'entrepreneuriat, petit bémol, on n'a pas tous l'esprit d'entrepreneur. Donc, je trouve ça aussi dur de devoir imposer cette voie-là à une femme qui porte le foulard alors que c'est pas forcément ce qu'elle voulait. Mais bon, après, il y a des vocations qui Après, se elle va révèlent. être recrutée par les entrepreneurs qui eux-mêmes créent
Exactement. Ouais, Mmh. ouais, ouais, c'est sûr, mais tu vois, prendre des risques, ne pas avoir d'horaire, ça convient pas forcément à tout le monde, tu vois? C'est Et clair. ça, faut aussi pouvoir l'entendre, méprise un peu le salariat, il y a un certain confort, dans Mmh. le salariat donc mais il y a des entreprises alors attention, il ne s'agit pas d'être complètement défaitiste, il y a des entreprises qui recrutent des femmes qui portent le foulard. Elles sont rares et il faut presque être en réseau, dans certains réseaux, pour le savoir, en fait. Elles ne s'affichent pas, mais c'est Quel genre de réseau? il y a des groupes, je sais que sur Facebook, alors moi j'y suis pas, mais j'ai une amie qui est, il y a des groupes, recrutement pour des femmes qui portent le foulard et puis, il y a des salariés, oui, voilà, moi dans ma boîte, ça recrute, passez votre candidature et cetera. Donc il y a des réseaux comme Mmh. ça informels qui se créent par la force des choses, en fait. Donc il y a des entreprises quand même moi j'ai des amis qui portent le foulard et qui le gardent. Ils ne veulent pas Mmh. dire où elles travaillent, tu vois? Parce qu'on a peur aujourd'hui que la fachosphère s'empare de nos histoires, de nos parcours, de notre intégration dans certaines boîtes pour épingler ces boîtes et les accuser d'islamo-gauchisme ou de collaborer avec les frères musulmans. Enfin, aujourd'hui, on en est là, c'est complètement délirant. Puis je pense que dans certaines startups et même dans des PME, on recrute aussi des femmes qui portent le foulard. C'est aussi possible. Après, voilà, il faut avoir ses réseaux. Euh, il faut avoir ses réseaux. Il faut pouvoir le savoir. LinkedIn est un bon moyen de le savoir. Voilà, donc ça c'est un avantage. Et il y a un autre moyen aussi, je pense qu'il y a une autre voie, c'est de travailler en libéral. Je pense que si on veut aujourd'hui pouvoir vivre la multiplicité de ses identités, donc pouvoir garder sous le foulard en travaillant, il faut songer à des métiers comme être médecin, être psychologue, être travailleur social. Il y a certains travailleurs sociaux qui vivent du consulting, on va dire. Donc, c'est aussi possible. Je parlais avec un de mes profs et oui, on est très actifs, on essaie de lutter contre les injustices et essaie de proposer des parcours qui inspirent aussi nos petites sœurs qui sont dans une forme d'impasse quelque part aujourd'hui en Mmh. France. La question même qui ont qui n'arrivent même pas à se projeter dans le pays qui les a vu grandir, en fait. C'est ça, en fait, qui est terrible. Et donc, on va leur donner de la force, mais il ne s'agit pas non plus de leur mentir totalement. Et donc, j'étais allée voir un prof et je lui disais, voilà, j'ai un petit cas de conscience parce que j'ai plein de petites jeunes qui s'identifient à moi et qui se disent que on peut avoir notre place en France. Et je pense que oui, forcément, on peut. Enfin, on peut dire que ça fait partie même de la foi de toujours espérer. Enfin, si on n'a plus d'espoir, c'est que faut se poser des questions sur notre croyance, carrément. Enfin, Mmh. c'est important de rappeler qu'on ne doit pas désespérer. Mmh. Et je disais, mais en même temps, on est tenté de désespérer. Enfin, voilà, notre foi aussi. Et il me disait, mais subhanallah, regardez les opportunités et les possibilités que vous offre en fait finalement ce racisme dirigé contre vous. C'est qui vous pousse à être votre propre patron, à vous connaître, à découvrir des qualités que vous ne soupçonniez même pas, des possibilités que vous n'aviez même pas identifiées. Et je Mmh. pense que c'est ça, des injustices peuvent créer des opportunités. Parce qu'on a peut-être été longtemps dans une forme de confort, peut-être dans une forme de paresse aussi intellectuelle. Et là, ce racisme en fait anti-musulman vient nous challenger, Oui. nous pousse en fait finalement à mobiliser des forces et des ressources qu'on ne pensait même pas avoir en nous. Donc, Mmh. je trouvais ça très beau en fait, et je trouvais ça très sage de voir la facilité en fait finalement avec la difficulté. Et donc, il est là le bon en fait finalement de ce racisme en fait, c'est que les femmes n'ont pas eu d'autre choix que de se prendre en main et de se réinventer. Ouais. Et peut-être de lutter en même temps contre la misogynie. Voilà, Mmh. de sortir de l'ombre parce qu'on a longtemps été les petites ouvrières de l'ombre, de grands projets portés par des associations, des entreprises. Et aujourd'hui, on est sur le devant de la scène. Donc il y a une forme d'équilibre voilà, il y a un ajustement qui se fait. Donc là, tu as parlé un peu des possibilités, des outils que les femmes et que les hommes aussi d'ailleurs peuvent avoir pour, économiquement pouvoir, s'implanter. Mais
Est-ce que notre rôle, c'est aussi de changer l'image, je veux dire, au niveau du reste de nos compatriotes français? Mmh. Qu'est-ce qu'on peut faire? Parce que ça, du coup, c'est pour nous, en fait, mais est-ce que ça a un impact? Mais en fait, oui, sans même travailler sur l'image. Je pense qu'on ne doit pas marketer, l'islam, on ne doit pas marketer la communauté musulmane. Enfin, moi, j'ai beaucoup de mal avec le storytelling, un storytelling qui viserait à rassurer, il suffit d'être, en fait. Il suffit d'être, il suffit de je pense qu'on se pose trop de questions parfois. Alors, c'est pas pas la société française qui doit nous inviter à adopter les meilleurs des comportements. Enfin, c'est l'islam qui le fait. Heu, Mmh. et donc il faut pouvoir, revoir peut-être notre moteur dans notre engagement. Est-ce que, je me réforme parce que cette société a une image, très négative, de ma communauté et qui est donc hyper préjudiciable pour moi au quotidien. Donc mon moteur, c'est la société française, le regard de l'autre, ou est-ce que mon moteur, c'est, ma foi et c'est Dieu et c'est, cette volonté, cette détermination d'être fidèle à la tradition prophétique qui nous invite au bon comportement. Donc en fait, on voit que toutes les solutions, elles sont dans la tradition. Le fait de cheminer spirituellement, donc de purifier son âme, de se départir de ces traits de caractère qui sont nuisibles pour nous-mêmes et pour les autres, afin d'être d'être un meilleur en fait finalement adorateur, donc de s'habiller des plus belles vertus. Donc là, pour le coup, on est motivé vraiment par une volonté de satisfaire notre Seigneur. Bon, on voit bien que finalement, ça profite au collectif. Vraiment, enfin, aujourd'hui, j'en suis convaincue. Travailler sur son lien avec Dieu pour être un meilleur musulman, bah, c'est forcément être une meilleure personne, un meilleur citoyen, un meilleur Français qui va, qui va profiter à l'ensemble de la société. Mmh. Ce que tu veux dire, en fait, c'est qu'on doit travailler sur nous-mêmes, indépendamment de l'impact à court terme ou l'impact qu'on imagine qu'il puisse y avoir, auprès de notre image. Ouais, enfin, je pense que le travail sur soi, le sacrifice de soi, la réforme personnelle, elle a quand même plus d'impact. Et on l'a vu, en plus, l'expérience vient, pour le coup, me donner raison. C'est pas me donner raison, mais vient donner raison à tous ces grands sages et tous ces grands savants. On a des associations qui, pendant des années, ont fait des campagnes de communication pour présenter le musulman comme un citoyen parfaitement intégré à sa société, avec une image bien travaillée, bien polie. Est-ce que ça a changé quelque chose concrètement pour nous? De chaque année, c'est pire en fait pour les musulmans en fait en France, les musulmanes et les musulmans. Non mais vraiment, enfin, Mmh. chaque année, ils innovent dans des stratégies qui visent à exclure notamment les femmes qui portent le foulard. Donc on voit bien que la communication, le marketing a ses limites et qu'il faut aller Mmh. dans le fond des choses. Le fond des choses, c'est notre essence, c'est notre fitra. C'est ce qui nous lie en fait à Dieu. Et on croit que c'est hyper égoïste de se retirer de la communauté, de vivre un petit peu comme un ascète. Mais c'est complètement faux. C'est pas de l'ascétisme en fait. Déjà, en plus, c'est un travail personnel qui vise à remettre de l'ordre à l'intérieur, à guérir des blessures, à guérir ces blessures de l'âme, la colère, l'orgueil, enfin bref, qui nous sont préjudiciables ainsi qu'aux autres, à nourrir notre esprit, c'est-à-dire à se nourrir de la lumière de Dieu, à recréer des équilibres à l'intérieur pour ensuite rayonner. Et en Mmh. rayonnant, on va remettre de l'ordre en fait à l'extérieur ou autour de nous. Finalement, enfin, ce que j'essaie de dire de manière peut-être un petit peu trop abstraite et résumée dans la parole divine. Allah ne change pas l'état d'un peuple tant qu'il ne change pas ce qu'il a en lui-même. Mmh. Franchement, et je pense que, alors c'est pas moi qui le dis, vraiment, je reste fidèle aux enseignements que j'ai pu recevoir, mais le grand tort des musulmans, je pense, de France, mais des musulmans qui vivent dans ces sociétés modernes, de toute façon,
c'est qu'on ne prend pas la parole de Dieu au sens fort. C'est ce que me rappelait un prof, c'est quand Dieu vous dit quelque chose, prenez-le au sens fort, au sens premier. C'est pas imagé, c'est pas au sens figuré. Dieu ne change pas l'état d'un peuple tant qu'il n'a pas changé ce qu'il a en lui-même. Donc revenez à la parole de Dieu. Alors ça me gêne, là je parle beaucoup de, c'est pas mon rôle, je suis pas imam, je suis pas une prédicatrice, je suis pas une prof, hein, vraiment mais bon, hein, c'est un podcast qui vraiment est destiné aux musulmanes et aux musulmans, donc je m'autorise ce rappel et je sors de ma casquette de journaliste, hein, ouais, revenir à ce que Dieu dit, on change ce qu'on a en nous-mêmes et on se concentre à travailler sur nos imperfections, nos travers, à tout ce qui obstrue le chemin vers Dieu et vers l'ihsan et l'excellence. Et le reste, la paix viendra, la paix Mmh. intérieure, la paix avec les autres. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Après, il faut faire attention à comment l'expliquer. Je pense qu'il y a beaucoup de on est beaucoup à dire, par exemple, je parle pas de toi, hein, je parle de manière générale, à prendre ça de manière négative et dire, la communauté musulmane, on n'est pas prêt, on fait pas suffisamment d'efforts, on travaille pas sur nous-mêmes, c'est pour ça qu'on est tu vois, qui rejettent la faute, qui se Ah permettent de globaliser, ouais, tu je vois? vois. Non, non, c'est pour ça que là, il y a des niveaux qui sont différents. C'est bien que tu mettes le doigt dessus. Je vais repréciser une fois de plus ma pensée. J'ai bien dit tout à l'heure que l'on subissait des discriminations, que c'était les pouvoirs publics qui nous discriminaient et ça, Ouais. je pense que ceux qui ont vu les débats auxquels j'ai participé, je n'ai jamais été dans l'autoflagellation. Jamais. Mmh. J'ai toujours dit que le problème, ce n'était pas le voile, c'était les racistes. Et que la loi française permettait, la laïcité notamment, à toutes et tous, de vivre sa foi de manière complètement sereine et apaisée. Et que, non, enfin, je pense que quand même, j'espère que mes participations au débat télévisé viennent témoigner en, dans ce sens-là, dans le sens où je dis que le problème du racisme anti-musulman n'est pas à voir du côté des musulmans. Ouais. Il y a une haine de l'islam qui se traduit par des discriminations sur le marché de l'emploi notamment. Non, non, là je parle d'autre chose. Là tu parlais d'image. Oui, Là oui, on bien est, sûr. là on Mmh. parle de l'être parce que c'est pour ça que je distingue le faire et l'être, même s'il y a un lien qui est quand même assez étroit. On peut être dans l'action tout en étant passif. C'est-à-dire qu'à partir du moment, je le disais tout à l'heure, tu déploies des espèces de stratégies qui te mettent en mouvement, mais à partir du moment où ton moteur et soit une quête de reconnaissance personnelle, du coup tu es passif. En tout cas, les résultats que tu vas pouvoir tirer de tes actions ne vont pas être probants, ne vont pas profiter au collectif puisque ton moteur, c'est toi. Donc je dis que Mmh. lorsque ton moteur, c'est quelque chose de plus grand, c'est des valeurs comme la justice, comme l'égalité, c'est ta foi qui te motive, même si tu n'es pas dans une action concrète comme, je sais pas, inscrite dans membre d'une association de défense des droits musulmans, mais euh, que tu travailles sur, sur ton âme, sur ce qui t'empêche d'être un être équilibré et donc un être bienfaisant pour les autres, ben, tu es actif quand Mmh. même, tu vois. Ouais. Enfin, je sais pas, là c'est un peu, c'est vrai que j'espère que c'est assez audible pour ceux qui vont écouter ce podcast, mais ce que je veux dire, c'est que une fois de plus, l'expérience parle, quoi. On a bien vu que les musulmans se sont quand même organisés en réseau, se sont structurés, ont essayé de lutter contre les discriminations, ont essayé de former un lobbying, et ça n'a pas été profitable. Et même ça a été, enfin, je ne dis pas que c'est leurs stratégies qui ont préjudicié, mais concrètement, aujourd'hui, c'est de plus en plus compliqué pour les femmes qui portent le foulard. Et même les musulmans en général qui veulent partir, s'expatrier. Et, Mmh. euh, et je dis juste qu'il y a des personnes qui travaillent dans l'ombre, qui ne sont pas forcément visibles, et dont les actions ont même beaucoup plus d'impact. Voilà. Mmh. C'était vraiment mon propos. Et je dis juste que maintenant, effectivement,
à l'échelle collective, si on veut voir des changements, il faut pouvoir se réformer à une échelle individuelle, comme Mmh. le rappelle, comme le rappelle Dieu. Après, Donc on je a sais des, pas oui, non, non, c'est très clair et puis c'est ouais. très vrai, je trouve, je suis d'accord avec toi. Mais après, est-ce que tu penses que c'est en contradiction aussi avec ce que tu disais qu'on a essayé de faire des actes collectifs et que ça n'a pas forcément marché? Parfois, ça pose préjudice, même quand on regarde des manifestations contre l'islamophobie, on ne sait pas vraiment si ça a eu un effet positif ou négatif au Grave. final. Euh, mais quand tu regardes les grands combats, tu vois, pour en Afrique du Sud avec Mandela, quand tu regardes Malcolm X, Martin Luther King, ils sont passés par là aussi, tu vois. C'est des efforts collectifs et c'était voilà, Ouais, des ras-le-bol au bout d'un moment, mais c'était juste beaucoup plus prononcé que ce que nous on propose et beaucoup plus violent, entre guillemets, que bien ce qui peut sûr. être proposé par nous. Oui, on peut même parler, pour parler d'une histoire peut-être qui nous touche un peu plus, puisqu'elle n'est pas si ancienne que ça et nos parents l'ont vécu. On peut parler même des processus de décolonisation, Mhm. même. Enfin, c'est un effort collectif, Ouais. clairement. C'est une société qui s'est organisée. Alors maintenant, tout à l'heure, je parlais de moteur, on peut aussi parler des intentions. On peut aussi parler des intentions. Ce qu'on peut-être ne dit peut-être pas assez dans ces processus, en tout cas de décolonisation, pour celui que je connais un peu plus, c'est celui de l'Algérie. Enfin, les grands aussi savants ont pris part à ce combat pour la libération en travaillant sur les intentions de chacun, en orientant les intentions de chacun vers Dieu. Mhm. Euh, Tu vois, c'est pour ça que je parlais de moteur ça touche vraiment aux intentions, mais on avait aussi peut-être, je sais pas, des peuples, enfin, je sais pas, si je sais, ils vivaient dans des sociétés qui étaient quand même beaucoup plus traditionnelles, où des sociétés où Dieu existe en fait. Mhm. Ils vivaient dans des sociétés, jusqu'à ce que la France vienne coloniser et un peu industrialiser le pays, mais en tout cas, c'est des gens qui étaient ancrés dans leur foi, pardon. C'est des gens qui étaient dans la confiance en Dieu. Enfin, ils étaient vraiment, nos aïeux étaient des êtres éminemment spirituels. Religieux, je ne sais pas, mais éminemment spirituels. Enfin, on voit bien, ils sont dans une abnégation totale. Ils avaient le sens du sacrifice. Mhm. Est-ce qu'on peut dire la même chose de nous, en fait, aujourd'hui? Donc, il s'agit de voir après les formations de chacun. Les formations, parfois, vont aussi raconter beaucoup des intentions et des moteurs. C'était des êtres qui étaient animés par la justice et la liberté, et de manière complètement désintéressée. C'était Mhm. le souci de retrouver sa dignité et de lutter contre une injustice qui était manifeste. Mhm. Ça a abouti à la victoire qu'on connaît. Voilà. C'était beaucoup plus violent aussi. C'est peut-être aussi la raison pour laquelle ça a Ou, causé ou- plus de. ou pas, mais justement, c'était aussi peut-être, je sais pas, c'est peut-être aussi Je très veux dire les violent. répressions. Je veux dire la Ouais, répression la pression, oui, est peut-être ça beaucoup plus t'oblige à violente. être aussi oui, peut-être à te sacrifier davantage, c'est aussi possible. Mais on peut Mhm. aussi dire que ce soit violent ou pas, euh, c'était des gens qui avaient une certitude, en fait, que nous, on n'a peut-être plus, Mhm. ou alors qui servaient véritablement Dieu, alors que nous, on sert notre ego et nos ambitions professionnelles. Mhm. C'est aussi peut-être ça. Enfin, je sais pas, j'ai pas envie de sonder les cœurs des uns et des autres. J'essaie vraiment tu vois, ces discussions que j'ai, c'est des discussions hyper intimes et hyper privées que j'ai avec des amis. On se retrouve vraiment dans des lieux qui sont sûrs et sécurisants, tu vois. Là, je peux comprendre que ce soit peut-être surprenant de m'entendre dire ce genre de choses, mais tu m'y invites. Euh, Moi, je pense vraiment fondamentalement que notre problème, c'est on croit, on croit servir des idéaux de justice qui s'inscrivent complètement dans notre croyance, mais en vérité, il y a beaucoup d'ego. L'ego nous met beaucoup en mouvement. Mhm. Alors, voilà, après, chacun, alors pour le coup, je suis visible, donc on va me dire, bah, tu prends quand même le risque que ton ego te rattrape, puisque tu es, entre guillemets, Mhm. dans la lumière.
Première concernée. Voilà, donc c'est pour ça que je me permets de dire ça, hein. Enfin, Mmh. voilà, hein, Oui, je bien suis sûr, pas du tout à l'abri de ce que je dis mais on peut aussi, être dans l'ombre et être, rongé par son ego, hein. Enfin bien sûr. et après, moi j'ai eu beaucoup de chance, c'est pour ça que je n'ai absolument aucun mérite. Si on fait s'humilité, c'est que je suis entourée par de belles personnes. C'est ça qui Je aide suis beaucoup. entourée beh oui, Mmh. c'est-à-dire que quand je dis, je parle beaucoup de bienveillance, bienveillance, c'est vrai que ça fait un peu bisounours et cetera, mais j'ai beaucoup de chance d'avoir, déjà une famille, des amis, et des professeurs, qui m'ont donné une formation, très solide, très solide, qui constitue pour moi un garde-fou. Un enseignement islamique ou Ouais, un enseignement religieux, un religieux? enseignement, Mmh. spirituel, les 2. Quand je dis solide, je trouve que j'ai beaucoup de chance, même si la chance n'existe pas chez nous, mais j'ai la j'ai cette grande grâce, on va dire, plutôt, de pouvoir bénéficier de conseils et de regards, très éclairés Mmh. sur ce qui se joue dans la société, autour et en nous. Donc Mmh. voilà, si là aujourd'hui, j'ai ce média et j'ai cette visibilité, mais je m'en contrefiche totalement. Enfin, si c'était ce que je Ouais. recherchais, j'accepterais, toutes les invitations, il y en a beaucoup que j'ai déclinées et en plus je ne fais plus de plateau. Donc là, je le dis là, je l'annoncerai de toute façon sur les réseaux sociaux, je ne ferai plus jamais de plateau télévisé, c'est terminé. Parce qu'en fait, on n'est plus en capacité d'entendre ce que nous dit l'autre. Là où tu viens avec un discours rationnel, les gens te ramènent dans l'émotionnel. Donc, j'y allais quand j'y croyais, quand je pensais que le message pouvait être délivré, être entendu. Je pense qu'il y a encore des espaces où c'est possible. Voilà, s'il s'agit j'ai eu une invitation il n'y a pas très longtemps et je l'accepterai certainement. Et là, il s'agit d'apporter un témoignage. On n'est pas dans du débat. C'est des Ouais. femmes musulmanes qui discutent, qui parlent de leur point de vue, de ce qu'elles traversent, etc. Donc, ce qui est du ressort du témoignage, ok. Mais me retrouver être jetée dans la fosse au lion et entourée d'individus qui n'attendent qu'une chose, c'est de pouvoir peut-être te museler, quoi. Tu vois, trouver Mmh. la faille qui va faire que on va te, on va complètement te neutraliser. Non, non merci. En fait, c'est beaucoup trop violent et je pense que on sous-estime la violence et la fatigue induite par ces débats qui sont regardés avec parfois une forme d'amusement, de divertissement, Mmh. alors que toi, tu es pas là pour t'amuser, en C'est fait. comme un cirque, en fait. Oui, oui, Ça t'a touché, toi, ces événements? Enfin, quand là, j'ai vu récemment, là, tu as été invité chez, TPMP, je crois. bah oui, bah Heu, voilà. c'était n'importe quoi, le C'est c'était quand n'importe même quoi, ouais. pas mmh. Complètement d'accord avec toi. J'étais face à un saltimbanque des plateaux qui avait davantage sa place dans un cirque que sur un plateau télé. Je ne savais pas qu'il allait être présent parce qu'autrement j'aurais refusé de participer à ce débat. Je l'ai su une fois sur place, parce qu'il aurait remplacé quelqu'un au pied levé. Et je refuse de parler avec des gens qui passent leur temps à insulter et qui ne cherchent pas vraiment à discuter, à débattre, même si je pense que la plupart des gens ont des idées très arrêtées, ne sont pas l'intention de se nourrir des idées de l'autre, mais au moins, tu as des conditions de plateau qui favorisent quand même un échange. Oui. Peut-être pas intelligent, mais en tout cas intelligible. Alors que là, concrètement, oui, je ne touche pas à mon poste, c'était du grand n'importe quoi. C'était la cacophonie sans nom. Mais voilà. Au fait, au bout du compte, tout ça, c'était pour dire que je ne regrette pas ma participation au plateau télé parce que je pense qu'on a contribué à bouger un petit peu les lignes du côté des représentations, sachant que c'était quand Mmh. même l'objectif de Speak Up Channel, hein, c'est de contribuer à une représentation des minorités. Représentation, ça veut dire le nombre, mais également les discours. Donc là, on ne pourra pas dire, enfin, ce sera difficile de dire aujourd'hui que les femmes qui portent le foulard sont sous domination, enfin, en tout cas, de présenter ça et d'ériger ça en vérité absolue. Je pense qu'il y a tellement de traces aujourd'hui
sur les réseaux sociaux, on va dire, on a laissé une forme de postérité qui vient Mhm. témoigner en faveur des femmes qui portent le foulard, qui auraient fait ce choix de manière complètement consentie. Ça a fait du bien aussi à des femmes qui le portent, qui se sentaient complètement insultées dans leur être, quoi, dans leur même essence, et de pouvoir se reconnaître. C'est hyper important. On dit, en sociologie des médias, on dit que la télé est un lieu de reconnaissance. Et tout individu aspire à la reconnaissance. En fait, la quête de la reconnaissance est intimement liée à la construction même d'un individu. Un individu se construit dans un environnement et il doit pouvoir s'identifier, se reconnaître dans cet environnement-là. Et il s'aime, il existe et il s'aime à travers, grâce grâce à ce que la société veut bien raconter en fait de lui ou d'elle. Et ça, voilà, c'est des fondamentaux en sociologie, en psychologie. La quête de la reconnaissance croise celle de l'amour. Et donc, je sais que même pour l'estime de soi, ces débats, ces participations télévisées, cette participation dans Banlieusards, voilà, je suis aussi comédienne, donc c'était un second rôle. Et je sais que j'ai eu beaucoup de messages, notamment de femmes qui portent le foulard et qui m'ont dit, mais punaise, voir une comédienne qui porte vraiment le foulard, donc qui ne se déguise pas, parce qu'aujourd'hui, celle qui le porte, elle se déguise pour pouvoir jouer ses rôles de femme. Comme quoi, tu vois, on reste des personnages, quoi. On est encore dans la fiction. Et donc là, de voir une femme qui porte vraiment le foulard, qui joue le rôle, un rôle qui aurait pu être joué par n'importe qui. Donc on n'est plus dans ces stéréotypes. Mais voilà, j'étais responsable de soutien scolaire dans une MJC de quartier. Tu aurais pu jouer ce rôle, Jean-Paul aurait pu jouer ce rôle, Lise, enfin peu importe, tu vois. De manière indifférenciée, tout le monde aurait pu jouer ce rôle. Bah, je trouve aussi que ça, c'est une victoire. Mhm. Voilà. On sort de ces ghettos. J'aurais dû peut-être commencer par là, en vérité. Je pense on doit sortir de ces ghettos intellectuels dans lesquels cette société veut nous enfermer. Ça leur va très bien que des musulmans ne parlent que d'islamophobie, ne parlent que d'islam. Voilà, ça vient nourrir ce discours qui voudrait faire croire que les musulmans sont des séparatistes et voudraient vivre dans une société, voudraient vivre en marge de la communauté nationale. Non. Et c'est ce qui m'a motivé aussi pour créer. C'était, tu prends Speak Up Channel, Nadia Lazouni Show, je parle pas d'islam, je parle pas d'islamophobie, je parle pas de racisme. Enfin, je parle de questions vraiment très inclusives, qui intéressent tout le monde. Qui intéressent tout le monde. Aujourd'hui, il s'agit alors je vais pas dire construire des ponts, c'est une expression un peu galvaudée comme le vivre ensemble, mais je pense qu'il faut créer des espaces de dialogue qui nous réunissent, puisqu'aujourd'hui, les médias, dans ce qui nous est proposé, c'est des contenus qui nous divisent, c'est des formats clivants. Les sociétés se polarisent de plus en plus et les médias ont un grand rôle. Donc, est-ce qu'on veut aller dans ce sens de la polarisation ou au contraire, aller dans l'autre sens de l'inclusion et faire rencontrer des individus qui, en dehors de ces espaces créés, ne se serait jamais, n'aurait jamais échangé en fait. Ouais, non, je te comprends tout à fait. Est-ce que toi, tu as un ou plusieurs rôles modèles que que tu respectes? En tout cas, en femme qui m'inspire, on va dire dans le milieu du journalisme, ce serait pas. Ouais, en tout cas en France, je pourrais citer Aïda Twiri. C'est quelqu'un qu'on connaît. Aïda, elle a vraiment contribué à participer à plus de diversité dans l'espace médiatique, en étant elle-même. Tout à l'heure, je disais, mais qu'est-ce qu'on doit faire? Tu me posais la question, en étant soi, quoi, en fait. Elle n'a jamais été dans la revendication, elle a fait son travail sans jamais avoir le point levé, et pourtant,
je suis sûre qu'elle a dû peut-être morfler et galérer. Elle a dû faire face à de la misogynie, peut-être même du racisme. Franchement, on ne sait pas, on ne sait pas vraiment, mais elle a pour moi proposé du journalisme positif, du journalisme de solution. Elle est inspirante, elle est belle, elle rayonne et elle est fière de ce qu'elle est. Elle ne s'est jamais rayée en fait. Donc pour moi, Ok. ouais, elle est un modèle ici en France. Après, à l'étranger, je trouve que Ilhan Omar, la sénatrice Ilhan Omar, ouais, je la trouve assez épatante, elle est fascinante. Aux Euh, États-Unis. aux États-Unis, ouais, 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 je la Mm. trouve épatante. Après, franchement, on a des rôles modèles qu'on sous-estime et qui pourtant nous ont définis clairement, c'est nos mamans. Enfin, c'est Mm. juste ouf ce qu'elles ont réussi à faire. En tout cas, je parle de ma mère. Moi, ma mère, elle est née en 51. Elle a marché lors de l'indépendance en Algérie en 62. Elle avait 11 Mm. ans. Elle suit son époux ensuite en France. Elle est mère au foyer et elle parlait pas français. Elle apprend le français. Elle travaille au sein de son foyer. Elle se dépense. Elle est dans l'abnégation. Elle est dans le sacrifice. Elle est dans la confiance en Dieu. Voilà. En termes de lutte, de sacrifice, on est encore loin. Voilà, mais tu vois, Mm. complètement. Sans avoir de bagage universitaire, sans faire partie d'une élite, sans être dans une stratégie de structurer, d'organiser quoi que ce soit. Mhm. Voilà, toutes ces filles, on est toutes allées voilà, on est toutes diplômées de grandes universités. On a aujourd'hui, en tout cas, un bagage solide et on a un esprit critique. Je pense qu'on a arrêté ça de notre maman. Ouais. Et si tu avais un message à faire passer à la jeunesse musulmane, tu peux en choisir un, qu'est-ce que ce serait? Oh, je vais me répéter, je vais me Vas-y, répète. répéter. Ça serait, voilà, Dieu ne change pas l'état d'un peuple sans qu'il ne change pas ce qu'il a en lui-même. Donc, travailler à être de plus belles personnes, alignées avec le message divin. Je pense travailler à notre formation. En fait, on a fait, je pense, peut-être un peu trop les choses à l'envers. On a, enfin, nos parents, pensant bien faire, parce que leur priorité, c'était de pouvoir nous nourrir, ils nous ont poussés à être des élèves performants, brillants, excellents, en négligeant peut-être parfois notre éducation religieuse, spirituelle, mais ils ont toutes les excuses du monde, hein, attention. Mm. Euh, et donc, on a ensuite pris le mauvais peut-être de cette société capitaliste, du libéralisme, etc., la réussite à tout prix, croire qu'on réussit par les études, vouloir à tout prix faire partie d'une élite. Et on est passé à côté de, du développement de nos qualités spirituelles. Celles qui nous invitent à l'excellence, mais à l'excellence dans notre quête de la justice et du sens et du bien. Donc, être des agents de bien avant d'être des agents de performance, de productivité. Mm. Apprendre, bien sûr, je pense, de manière personnelle, à l'appliquer sur soi-même, pas vouloir se comparer avec... Non, mais c'est pour ça que que je parlais de formation spirituelle et d'être des agents Ouais, de bien. Le bien, c'est déjà de ne pas juger l'autre et de c'est plutôt ça, ouais. développer de On a beaucoup de l'empathie pour jugements, je lui. trouve. Donc, On a très peu d'empathie et beaucoup de jugements dans la société dans laquelle on vit. parce qu'on est passé par une formation, alors la religieuse, on l'avait peut-être, donc cette approche de la religion par le bien, par le mal, par le halal, par le haram, etc. Et c'est important. Enfin, attention, hein, Mm. ouais, tu as raison de m'inviter à chaque fois à étayer davantage mon propos parce que ça pourrait être mal compris ou instrumentalisé. Euh, Bien évidemment que la religion, de toute façon, est un ensemble de normes, comme l'état de droit est un ensemble de normes. Hein, donc, on n'a pas de problème à respecter les lois d'un pays, d'un état de droit. Donc, je ne vois pas pourquoi on aurait un problème pour respecter celles qui sont aussi imposées par une religion. Enfin, on choisit de s'y soumettre. Enfin, voilà.
Je ne décorrèle absolument pas la norme de la spiritualité. Le fait d'avoir une éducation religieuse assez normée, c'est comme ça qu'on construit une maison en posant des fondations. Après, il faut la remplir. Et je pense qu'on ne l'a pas suffisamment remplie. Et c'est là que je parle de spiritualité. Donc, on a les bases, mais à un moment donné, de toute façon, la spiritualité sans les normes, c'est de la philosophie. Voilà. Donc, il nous faut les normes. Et puis, des normes sans spiritualité, c'est de la rigidité. Donc, je pense qu'il faut juste, enfin, il faut juste, c'est beaucoup, hein, c'est un projet de toute une vie, vraiment se remplir de se remplir de la présence de Dieu. Voilà. De se remplir on les a, ces vérités spirituelles en nous, mais Comment est-ce que les tu fais faire, pour te remplir les de faire cette remonter. présence-là? C'est avoir une rigueur dans ses lectures, des lectures qui sont justement, je sais pas, moi, je peux peut-être donner des livres qui, pour moi, m'ont bouleversé, ou même ce que je disais tout à l'heure, vraiment changer le prisme, mon prisme de l'engagement. Je pense que bah, voilà, tout le monde le connaît, c'est Al-Razali, L'alchimie du bonheur. C'est un livre qui m'a profondément bouleversée parce que ça touche à ce qu'on appelle la psychologie spirituelle, en fait. Donc, il y a un autre livre, donc c'est des livres qui sont notamment traduits par Tayyab Chouiref, qui est un expert, un spécialiste de la mystique musulmane, un spécialiste d'Al-Razali, qui est un spécialiste aussi de la science des hadiths, c'est un professeur d'arabe. Donc ses ouvrages, il a traduit pas mal d'ouvrages d'Al-Razali, même Abu la Hamid al-Ghazali. Hein. spiritualité, ouais, bien sûr, la spiritualité en islam, le silence aussi dans la spiritualité. Voilà, c'est des livres qui m'ont énormément touchée. Il y a aussi le dhikr. Le dhikr, on a beaucoup abandonné le dhikr, en fait. On prie, on fait nos 5 prières. Après, est-ce qu'on les fait avec... En fait, comme il le dit, d'ailleurs, c'est Dave Chourev dans une de ses conférences, il le rappelle et il dit que le rite est un support à la spiritualité. Le rite est un support à la présence du cœur. C'est pour ça que je disais que je ne décorrélais absolument pas les deux. On a besoin des deux. Sauf que là, on pratique le rite, mais sans forcément présence du cœur. Donc, c'est incomplet et c'est aussi pour ça qu'à un moment donné, on traverse des crises spirituelles, en fait. On a besoin de revenir à notre essence, à être nourri de cette lumière. Et oui, la nourriture se nourrir de cette lumière, oui, ça passe par, bien évidemment, la lecture du Coran et le dhikr et la bonne compagnie. Vraiment, la bonne compagnie, c'est ce que disent, hein, de toute façon, les maîtres spirituels. On se réforme, on se purifie à travers le dhikr et la bonne compagnie. Je vais reciter un hadith qui est juste magnifique. Tout à l'heure, c'était un verset de Coran hein, sur la réforme, mais là, c'est un hadith. Et en fait, la bonne compagnie est à l'image de ce vendeur de musc. Lorsqu'on va chez un vendeur de musc, même sans en acheter, on repart avec cette bonne odeur. Et la mauvaise compagnie, c'est comme aller chez les forgerons. On n'a pas travaillé le fer, mais on repart avec cette odeur-là. Donc, Tu parlais de ces personnes qui travaillent dans l'ombre et qui font ouais, beaucoup de choses dans l'ombre. ouais. Mais je trouve ça aussi à travers ces partages en fait qu'on peut retrouver. Parce qu'en tant que, tu vois, en tant que personne, en tant que jeune homme, jeune femme, musulman, musulmane, quand on ne nous raconte pas ce genre de choses, en fait, on ne le retrouve pas. C'est difficile de se retrouver, de se dire. Parfois, il y a beaucoup de solitude, en fait, je trouve, C'est vrai, c'est vrai. dans le sens où personne ne veut en parler. On parle beaucoup d'hypocrisie, on parle beaucoup de je ne sais pas quoi. Et au final, chacun fait ses trucs dans son coin et on a l'impression qu'on est les seuls à le faire et qu'on ne sait pas. On n'a Tu as pas. raison. Je trouve que c'est des choses qu'il faut partager tout en Voilà. restant modéré, en sachant que voilà, on est tous sujets à. On fait tous attention à notre intention, justement, et Ouais, personne n'est exactement. parfait. Mais c'est important de partager voilà, ces outils qui te permettent, qui me permettent de tenir, de progresser, de se rapprocher de Dieu. Tu as Euh, raison. Tu as je pense qu'il raison. ne devrait pas y avoir de tabou. C'est juste la manière de l'expliquer qui est. Ta mère l'expliquait. Mm, Voilà, c'est mm. pour pouvoir que ça puisse être audible. Mais tu as raison, je vais même du coup aller encore plus loin dans cette invitation à partager ces outils. Euh, Surtout à l'ère où je parlais beaucoup de charlatanisme
dans le coaching, même certains imams, hein, on l'a vu, un imam proposer du coaching spirituel à 250 € de l'heure, ce qui est juste un drame. Une fois de plus, si on l'a dit juste avant, l'élan spirituel ne se marchande pas, hein. Il se demande et on va dire, on le stimule, on le réveille à travers justement le dhikr, la prière, la bonne compagnie. Enfin, à un moment donné, tu vois, on est dans une pratique de l'islam qui est presque du ressort du fast-food, pardon, le fast-food de l'islam, c'est-à-dire qu'on ne veut plus. Enfin, la foi, c'est comme pour tout, c'est comme le travail, ça demande un effort. Et en fait, on est prêt à donner 250 € à un mec qui va nous offrir une méthodologie pour se rapprocher de Dieu, alors qu'on a tout dans la sunna, quoi. Enfin, à un moment donné, allô, il faut se réveiller, il faut juste faire l'effort de se replonger dans des lectures, d'aller à la redécouverte de la vie du prophète, de prendre un livre de Sira, et puis si on a la flemme de lire 500 pages sur la vie du prophète, on a des podcasts, on a des conférences sur la vie du prophète où il nous explique que c'est un être spirituel, hein, c'est le maître spirituel par excellence. Donc, s'il y a bien quelqu'un qui est en capacité de nous donner les meilleurs outils pour qu'on se rapproche de Dieu, c'est lui, quoi. Donc, allons à la connaissance du meilleur des hommes, par exemple. Ou alors, on sent qu'on a un coup de mou, que notre foi aussi, qu'on n'est pas très bien. Bah, je sais pas, moi, va à la khotba de ta mosquée, du vendredi. Enfin, le but, c'était ça, quoi. Enfin, le rendez-vous hebdomadaire à la mosquée, c'est justement pour être. On parlait de cette bonne compagnie dans le dhikr aussi, d'être dans l'évocation de Dieu de manière aussi collective. Il y a une énergie collective qui vient et qui te profite. Et puis, dans la bonne compagnie, peut-être dans la compagnie qui est en principe de ceux qui viennent chercher la présence de Dieu, bah, tu vas voir que quand tu vas ressortir de Gémois, ben, tu vas être requinqué et puis tu n'auras pas versé 1 €. Donc, il y a aussi cette paresse chez nous. Donc, bien sûr que on doit, ce type de comportement qui vise à marchander l'élan spirituel est à réprouver et à condamner, mais il faut aussi à un moment donné être critique vis-à-vis de soi. S'il y a cette offre, c'est parce qu'il y a une demande. Donc, du côté de la demande, il y a une paresse qui est juste consternante. Après, parfois, on n'arrive pas à lire. C'est ça le truc. C'est pour ça, je le disais une fois de plus, il y a plein de conférences. Et s'agissant de l'élan spirituel, j'en ai parlé tout à l'heure. Oui, voilà, Tayyab Shuref, clairement, c'est un spécialiste d'Al-Razali, de la mystique musulmane, donc de la spiritualité. Et il donne concrètement des moyens pour faire émerger ces vérités spirituelles qui sont en nous, pour nourrir notre foi de la lumière, nourrir notre cœur de la lumière de Dieu. Et il maîtrise beaucoup la psychologie spirituelle à l'image d'un homme qui, je pense, a participé à sa propre formation, Al-Razali. Et il y a ces livres qui sont qu'on trouve sur lumièredorient.fr ou .com. Il y a ces conférences, il y a ces séminaires, il y a les éditions aussi Tasnim, où on trouve plein de livres en fait sur la spiritualité qui sont 10, 15, 20 €. Donc ça ne coûte pas grand-chose pour être formé par les plus grands. Oui. Bah, écoute, Nadia, on a fait un peu le tour des questions que je voulais te poser. On est allé très loin. Je suis très content de cette interview. Donc, tu as déjà donné une recommandation de livre. Si tu en as une autre, pas forcément religieuse, ça peut être religieuse ou pas religieuse, qui t'a marqué, toi, personnellement, est-ce que tu en aurais un à partager? Un livre qui m'a marqué, c'est Le chemin de la Mecque de Mohamed Assad, de Léopold Wess. Le chemin de la Mecque. Le chemin de la Mecque, ouais. Léopold Wess, qui est un Autrichien, Léopold Wess, de confession juive, dont les parents, dont les pères et grands-pères sont rabbins. Donc, il a vraiment grandi dans une famille juive très, très pratiquante et orthodoxe. Une famille de scientifiques, et lui est plutôt porté, ou plutôt un amoureux des lettres, de la langue, de la littérature. Donc, et il va suivre finalement ces fameuses prédispositions, hein, et il va devenir journaliste, reporter, et il va partir en Allemagne, et puis un long périple comme ça qui
qui part de l'Allemagne et qui va se finir finalement à la Mecque en passant par les pays du Maghreb, l'Afrique. Et donc, il finit par embrasser l'islam. Et non seulement il embrasse l'islam, mais il faut savoir que Léopold West, donc, Mohamed Assad, est un des cofondateurs de l'État du Pakistan en 1946. Donc, ça devient un grand, grand diplomate. Donc, c'est un récit autobiographique qui, pour le coup, est tellement subjugant, fascinant, qu'on a l'impression que c'est une fiction. Donc, c'est ça qui est énorme. C'est énorme. Et moi, ce livre-là m'a bouleversée parce qu'il raconte, et je pense que ça fait partie aussi, tu vois, c'est des lectures qui font partie du cheminement spirituel, de toute façon, les rencontres, les lectures, et qui ne sont pas forcément religieuses, comme tu le dis, c'est un récit autobiographique, mais tu sens que c'est un homme qui a toujours eu une soif et qui était dans une quête de vérité. Vraiment, lui, ce qui l'animait, c'est la recherche de la vérité, cette vérité l'a ramené en fait à l'islam. Voilà, et c'est juste ça qui est fantastique. Donc, même quand il parle de Dieu, il parle avec tellement de sincérité que c'est un rappel même pour nous. Donc, ouais, complètement le chemin de la Mecque de Mohamed Assad et Paul Vest, qui même, je pense, en rupture de stock. Mais je crois que vous pouvez le trouver. Je pense que vous pouvez le trouver. Tu sens là que ça fait bientôt 2 heures que je parle avec Abderrahmane. Je pense que vous pouvez le trouver sur la librairie Les Lumières d'Orient. D'accord. Voilà. Je l'ai trouvé sur Amazon aussi. Ouais, c'est très dur à trouver aujourd'hui. Ah non, mais c'est pour ça que je t'ai dit, aujourd'hui, c'est un livre qui est devenu tellement rare que là, les enchères ont grimpé sur Internet. Il y en a certains me proposent à 100 €, etc. Alors que non, c'est un livre de 23 €. Hein. Alors, d'accord. Voilà. Donc, je pense que tu peux le trouver. C'est là que je l'ai retrouvé, moi. Parce que j'ai beaucoup offert ce livre. Je l'ai retrouvé sur www.leslumièresdorient tout attaché.com. Je pense que vous pourrez le trouver. En tout cas, l'alchimie du bonheur, vous allez le trouver sans aucun problème. Il y a aussi les enseignements spirituels du prophète. Après, il y a la Sira aussi de Martin Lins, qui est aussi une référence qui est, je pense, une des meilleures Sira qui a été écrite jusque-là. Martin Lins, qui est un Britannique aussi, qui a embrassé l'islam et qui est un grand spirituel, hein, qui a été écrit sur le symbolisme. Il a déjà été recommandé celui-là. Ouais. Lequel? La Sira? La Sira, ouais. Et enfin, du coup, comment faire pour les auditeurs pour te suivre ou bien s'ils ont une question à te poser? Là où je suis le plus active, même si je me fais rare un peu sur les réseaux sociaux, là, parce que c'est tout le paradoxe, c'est que j'ai un média, je suis journaliste, donc en fait, je dois être pour le travail public et présente sur les réseaux sociaux. Donc, je crois que c'est la partie la plus pénible de mon travail, c'est d'être présente sur les réseaux sociaux. Donc sur Nadia Lazouni, NADIYALAZOUNI, Instagram, sur mon compte Instagram. Il y a le compte aussi Instagram Speak Up Channel. Il y a la chaîne YouTube Speak Up Channel où vous pouvez trouver les Nadia Lazouni Show. J'ai pu recevoir Raphaël Glucksmann pour parler de la question des Ouïghours, Olivier Dacour pour parler de son parcours très inspirant, footballeur international, collectionneur d'art moderne. J'ai reçu Malika Mansouri, psychologue, psychanalyste, qui a écrit un livre sur les révoltes des banlieues, qui a l'analyse sous le prisme de la transmission transgénérationnelle. C'est mon émission préférée. J'ai reçu Kerry James, Fari, Mohamed Sissoko et Samina Serif, plein d'autres. Il y a aussi les débats. Il y a le site aussi internet, speakupchannel.com. Voilà. Ok, bah écoute, je te remercie beaucoup Nadia pour ce long dialogue qu'on a eu. Oui, je trouve que c'était vraiment intéressant. Je sais que c'était pas évident pour toi de te livrer. Non, et je te remercie pour cet effort. Ah là là, Je t'ai dépassé. Je sais même pas si je vais avoir la force de réécouter tout ça. Enfin bon. Non, en général, quand on se réécoute, on n'aime pas. Même moi, je supporte pas me réécouter. Donc, ce sera normal, t'inquiète. Voilà, bah, écoute, je pense qu'on a traité de plein de sujets.
Ouais. Pour ceux qui écoutent, pour les auditeurs, n'hésitez pas à lui partager ce que vous avez pensé de cet épisode. Oui, vous pouvez, ouais, exactement. Alors, peut-être en commentaire sous le podcast. Après, voilà, il y a aussi l'adresse mail contact@speakupchannel.com. Voilà, vous pouvez m'écrire à cette adresse. Je ferai mieux pour vous répondre. Très bien. Bah, écoute, Nadia, je te dis à bientôt, Inch'Allah. À bientôt, Je te Inch'Allah. souhaite une très bonne continuation et tout le meilleur. À toi aussi, Abdelrahman, au plaisir. Salam alaikum. Alaykoum salam. Et j'espère vraiment que cet épisode t'a plu. Si c'est le cas, je t'invite à le partager à 3 personnes de ton entourage et à faire des invocations pour qu'Allah bénisse cette initiative. À bientôt pour un nouvel épisode, Inch'Allah. Salam alaikum.